Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Reconnaissons le rôle des femmes et des filles dans la science en tant qu'agents de changement, notamment en vue d'accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du développement durable. La Journée internationale des femmes et des filles des sciences de l'Assemblée a été instituée par les Nations unies. En célébrant cette journée, le Rwanda se félicite d'avoir accompli de progrès considérables avec plus de 57% des filles qui font les sciences et la technologie à l'école secondaire, alors qu'elles sont 36% dans l'enseignement supérieur. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Depuis 2020, le docteur Marie-Solange Ouineza possède une entreprise de production de cosmétiques à base d'extraits de plantes pour la peau des cheveux et contre les maladies de la peau. Si elle a réussi à se créer de l'emploi après ses études scientifiques, elle a dû d'abord se heurter à l'opposition de certains gens. Il y a eu des découragements parce qu'on disait que les filles ne sont pas capables de faire les maths, la chimie, mais parce qu'il y avait la politique du pays à encourager la gente féminine à faire les sciences. Donc j'ai été encouragée par cette politique-là et comme j'avais été parmi les meilleures dans ma promotion, donc j'ai eu les bonnes notes pour entrer dans les sections de sciences. Et je m'en suis bien sortie, même jusqu'à l'université, jusqu'au doctorat. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien parce que maintenant, ce que je fais, c'est à partir des études que j'ai faites en sciences. Actuellement, 57,4% des filles font les sciences au niveau du secondaire contre 36,4% au niveau universitaire. Le docteur Marie-Solange encourage les jeunes filles à embrasser les sciences sans aucun complexe. Pour les jeunes filles, je leur encourage de choisir des sections en sciences parce que la science est très importante et c'est en vision aussi avec la politique de notre pays parce que les jeunes filles font partie d'un moment et du futur à laquelle notre pays attend quelque chose. Donc il faut qu'elles interviennent et n'aient pas peur de faire la science parce qu'elle est possible à tout le monde. Même si le Rwanda dispose de tous les instruments légaux indispensables à la promotion du genre, beaucoup reste à faire pour voir les femmes être représentées dans tous les domaines au même titre que les hommes. Les résultats d'une étude menée en 2019 au Rwanda révèlent que les femmes dans le domaine professionnel représentent que 35,7% de la population totale, alors qu'elles constituent 51,5% de la population, estimée à plus de 13 millions au Rwanda, d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2022. Dans sa séance plénière de ce jeudi, le Parlement Chambre des députés a approuvé le budget supplémentaire de 85 milliards de francs rwandais après examen et approbation de l'opportunité du projet de loi portant modification du budget de l'exercice 2023-2024. Le détail avec Kassim Issouf. C'est par la majorité des voix que la Chambre des députés a approuvé l'opportunité du projet de loi budgétaire de l'exercice 2023-2024 portant modification pour atteindre 5 115 milliards de francs rwandais par rapport à 5 030 milliards approuvés en juin 2023. Ce supplément budgétaire est de 85,6 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 1,7%. En général, ce supplément budgétaire va aider dans différents programmes, et notamment combler le déficit en matière de salaire de la fonction publique, les activités relatives aux élections présidentielles et législatives, combler le déficit des fonds versés mensuellement aux anciens combattants vulnérables en situation de handicap suite à la guerre et combler le déficit du budget destiné aux ambassades, surtout à cause des nouvelles ambassades. Le budget destiné au projet sera majoré de 83,3 milliards pour atteindre 1977,9 milliards. Ce supplément est exécuté dans différentes activités, dont l'agriculture, surtout pour des engrais chimiques, et des infrastructures, surtout les compensations des biens endommagés par des projets en rapport avec des infrastructures. Certains parlementaires ont exprimé leur satisfaction et ont proposé leur point de vue quant à l'exécution de ce supplément budgétaire.
Au cours des 6 derniers mois, ce budget a été exécuté à hauteur de 61%. Le ministre des Finances et de la Planification économique a fait savoir qu'il a servi au financement de différentes infrastructures. Wangoma Ramiro, kilometero zisaga 52. La route Ngoma-Ramiro pour environ 52 km à hauteur de 33%, tandis que la route Basse-Butaro-Kidaho, longue de 63 km à hauteur de 7%, la route Pindura-Gayeye, longue de 32 km à hauteur de 90%, celle de Nyachonga-Mukoto, longue de 36 km à hauteur de 7%, et puis la route Kibugabuga-Shinga-Gasoro, longue de 66 km, reliant Bugesera et Nyanza à hauteur de 81%. Concernant la réhabilitation d'environ 450 km de routes dans les districts de Gasabo, Nyagatare, Nyabihu, Rutsiro, Gakenke et Nyaruguru, les travaux avancent bien. Cette loi portant modification du budget 2023-2024 entre en vigueur le jour de sa publication au journal officiel de la République du Rwanda. La suite de cette édition, les hommes d'affaires et économistes rwandais estiment que la coopération sino-africaine peut permettre au marché africain de se développer davantage grâce à l'évolution industrielle de la Chine. Le reportage de Jean-Damascène Manchim. Les opérateurs économiques rwandais deviennent de plus en plus nombreux à choisir la direction de la Chine pour mener leurs affaires. Ils se déclarent attirés par le savoir-faire chinois, les opportunités de développement de ce pays et le vaste marché de la Chine. Nous sommes bien traités. On n'éprouve aucune difficulté. Personne ne se plaint d'être maltraité en Chine. Tout commerçant qui se rend en Chine vous dira que l'accueil y est toujours chaleureux avec une sécurité totale. Si les hommes et femmes d'affaires rwandais préfèrent acheter des produits en Chine, ce n'est pas l'effet du hasard. Je peux dire que le marché de Chine, c'est un grand marché au monde qui nous fournissent les matières premières, tout ce qui est comme matière première, tout ce qu'on utilise au Rwanda, ça vient de Chine. Oui, je me trouve là-bas, c'est là où je trouve des petits détails que je mets sur les habits, des petites choses qui font les habits belles. Je les trouve de Chine. Ça ne vient pas de l'autre endroit, je les trouve de Chine. C'est là où je trouve de bonnes choses. À part les intérêts particuliers des opérateurs privés qui s'intéressent à la Chine, le continent africain en général a beaucoup à gagner de ce partenariat commercial avec la Chine, estime Teddy Kaberuka, analyste économique. Un partenaire, c'est un partenaire. Chacun apporte sur la table ce qu'il a. Et en termes d'échange commercial entre la Chine et l'Afrique, il y a un gain énorme. On voit la Chine dans le développement des infrastructures. Comme je l'ai dit tantôt, on le voit dans le commerce des produits manufacturiers. On sait que l'industrie africaine est à l'échelle embryonnaire. Donc je pense que l'Afrique a intérêt d'apprendre à partir de la Chine comment la Chine a développé son industrie. À part le développement économique, la Chine peut inspirer aussi les nations africaines en général quant à la valorisation de leur culture. À titre d'exemple, la Chine dispose d'une année assez particulière avec un symbolisme très riche. Les festivités de son nouvel an, appelées fêtes du printemps, s'étendent sur plusieurs jours et rassemblent tous les Chinois où qu'ils soient dans leur pays comme ailleurs dans le monde. Entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, en au moins de 100 jours, plus d'1 million de Tutsis ainsi que des opposants politiques ont été exterminés à l'instigation du régime de l'époque, celui de Juvénal Habyarimana. La France est alors un soutien majeur du gouvernement rwandais. Malgré les alertes sur l'ampleur des persécutions et massacres des Tutsis, les autorités françaises de l'époque n'interviennent pas ou tardivement avec la fameuse opération militaro-humanitaire turquoise.
Le rôle de la présidence de François Mitterrand est pointé du doigt, mais sa reconnaissance se heurte à un déni durant près de 30 ans. En 2021, les responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis sont établies par une commission de chercheurs présidée par Vincent Duclercq. Nous avons donc dans le plaisir de recevoir dans ce journal, dans le cadre de cette émission, donc entretien de la semaine, le professeur Vincent Duclercq. Bienvenue donc à notre journal, professeur Duclercq. Merci. Voilà donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, à moins de 3 mois de la commémoration de ces génocides des Tutsis au Rwanda, vous avez décidé de poursuivre un travail de recherche et de mémoire avec la sortie le mois dernier d'un ouvrage de plus de 600 pages en affirmant qu'il s'agit bien du plus grand scandale de la Ve République française. Qu'est-ce qui a motivé ces constats? Alors, je dois d'abord dire que à Kigali, au début du mois de mars, je pourrais rencontrer mes amis rwandais, les lecteurs et toute la société rwandaise qui est absolument intéressée par le travail qui est mené sur l'histoire du génocide des Tutsis. Je souhaitais continuer, d'abord parce que la recherche ne s'arrête jamais. Le rapport dit clair, remis au président Emmanuel Macron, au président Paul Kagame aussi, puis le rapport Muse donc établit des faits de vérité en ce type qui ont permis donc, de réaliser, de montrer ces responsabilités lourdes et accablantes des autorités françaises dans le processus menant au génocide des Tutsis et dans le génocide lui-même. La France avait tous les moyens d'arrêter ce génocide en 1994. J'ai souhaité aussi continuer parce que j'ai découvert de nouvelles archives qui sont donc inscrits dans mon ouvrage, à la fois des archives sur la période 1980 et les premières alertes sur la nuit rwandaise, sur cette compréhension de terreur absolue au régime de Juvénal Habyarimana, et puis d'autres archives sur la guerre contre-révolutionnaire que la France appuie massivement, de manière très masquée, avec les forces rwandaises, des nouveaux témoignages sur Bicécéron, sur ces 3 jours fatigants où la France aurait pu sauver plusieurs centaines de rescapés de Bicécéron, un peu mieux. Donc oui, il faut continuer, et je veux dire que tout le livre que j'ai travaillé pendant 3 ans, c'est 3 ans de travail, amplifie grandement les questions de notre mission de recherche. Oui, dans votre analyse, professeur Duclercq, la France disposait d'une impressionnante force sur place au Rwanda au cours du génocide, avec aussi des éléments des Nations Unies de la MINUR. Comment justifier cette absence de réaction de la France pour arrêter cette tragédie? Ça s'explique, je dirais, de 2 manières. C'est-à-dire que, comme on le sait, comme mon livre aussi emploie à préciser, la France est un allié inconditionnel du régime du général Habyarimana. Et donc, elle ne peut pas tous ces lanceurs d'alerte au sein de l'État français, dans le gouvernement, Pierre Joxe qui s'oppose à l'alliance, et puis dans la société civile française. Et les autorités françaises considèrent le régime Habyarimana comme vraiment un régime essentiel pour le développement de la politique française en Afrique. Et donc, il est inconcevable d'envisager que ce régime est en train d'organiser le génocide, et même devant la
réalité ce génocide à partir, si ça s'appelle l'autre soir, hein, refuse de voir la réalité. On voit bien que le terme génocide est systématiquement écarté dans la communication française, dans les objectifs militaires, alors même, et c'est intéressant, que le ministre des Affaires étrangères et l'invité reconnaît le génocide du 16 mai 1994 et que les Nations Unies attestent des actes de génocide le 10 juin. Oui, à la lecture de votre ouvrage, on constate que François Mitterrand avait fait du Rwanda une affaire personnelle. Pourquoi, selon vous? Personnelle et politique. Hein. D'abord parce qu'il a été convaincu par le régime d'Habyarimana et Habyarimana lui-même que le Rwanda serait, avec le Burundi, une sorte de force avancée au milieu des sphères d'influence anglo-américaine. Et pour l'Africain qui était François Mitterrand, c'était une prise de guerre essentielle. D'autre part, François Mitterrand est inquiet finalement devant l'évolution de l'Afrique et la nécessité d'avoir des actes extrêmement solides. Et le général Habyarimana lui promet d'une certaine manière, lui offre le Rwanda comme un laboratoire d'une nouvelle politique. Cette nouvelle politique, c'est notamment de contrôler un pays grâce à des forces spéciales, à une implantation militaire, économique spéciale, c'est pour ça qu'on parle d'opération spéciale. Et de ce point de vue-là, François Mitterrand est conforté par ses états-majors, par ses proches, pour envisager le Rwanda comme une nouvelle politique qui inscrira la France en Afrique pour des dizaines d'années. Et là, on a une sorte de vertige qui met au plus terrible, c'est-à-dire la manière dont la France cautionne ce régime qui prépare le génocide, et la France se rend ensuite incapable, refuse d'intervenir directement, objectivement, pour arrêter le génocide. L'opération Turquoise, on le sait au début, c'est d'arrêter les massacres, ce qui veut dire que les Tutsis massacrent les Hutus. Effectivement, ce n'est pas constaté sur le terrain. Et là, il y a, si on parle de grand scandale de la Ve République, parce que François Mitterrand compromet la Constitution française, la Constitution, et agit dans l'inégalité, je démontre, et que cette manière d'agir amène la France à avoir de terribles conséquences dans le génocide des Tutsis. Merci beaucoup à vous, professeur Vincent Duclerc. Je rappelle aux téléspectateurs du Rwanda que vous êtes historien du génocide, des génocides et chercheur au CESPRA. De 2019 à 2021, vous avez présidé la commission de recherche sur la France, le Rwanda et le génocide des Tutsis. Merci à vous, professeur Duclerc. Merci beaucoup. La suite de ce journal, certains parlementaires de l'Assemblée législative des pays de la communauté est-africaine et partenaires dans le domaine de l'agriculture estiment que l'usage de cultures génétiquement modifiées est bénéfique dans l'agriculture et si et seulement si il ne porte pas atteinte à la santé humaine. Les détails avec Assimi Youssouf. Certains pays membres de la communauté est-africaine sont en train d'examiner comment mettre en place des instructions relatives à l'utilisation des cultures génétiquement modifiées. Les discussions de certains parlementaires de l'Assemblée législative est-africaine EALA et des partenaires dans le domaine de l'agriculture ce jeudi se sont focalisées sur la situation actuelle des pays sur ce point. Le ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales indique qu'il est indispensable de mettre en place des instructions relatives au contrôle de l'utilisation de la technologie nécessaire pour la production des cultures génétiquement modifiées.
La situation actuelle du Rwanda, c'est que les recherches avancent, surtout au niveau de l'Office rwandais du développement de l'agriculture RAB, mais aussi en ce qui concerne la régulation, notamment la loi sur la biosécurité régissant les organismes génétiquement modifiés que le Parlement a déjà voté et qui sera bientôt publié au journal officiel. Elle est actuellement au niveau de la finalisation. Il y a aussi des arrêtés pour sa mise en application qui sont en train d'être élaborés pour que cela soit fait concomitamment. Vous comprenez qu'à propos de cette technologie, le Rwanda l'approuve comme pouvant apporter des solutions pour le développement de l'agriculture et des ressources animales. Et puis, le Rwanda met en place des lois et des instructions pour que cette technologie soit utile pour le pays et qu'elle ne cause pas de dommages. La présidente de la commission en charge de l'agriculture, tourisme et ressources naturelles à l'Assemblée législative est-africaine, Mokiza Françoise, indique que l'objectif est de trouver des solutions durables aux problèmes d'autosuffisance alimentaire tout en se focalisant sur la protection de la santé des citoyens. Nous avons besoin des produits alimentaires. Les aliments sont nécessaires, mais nous avons en même temps de l'inquiétude. En augmentant les produits alimentaires, comment allons-nous préserver la biodiversité pour laquelle les pays ont signé des accords tout en modifiant génétiquement les organismes qui pourraient booster la santé des citoyens? Nous allons donc nous concentrer sur ces deux choses. Est-ce que nous allons garder nos graines indigènes ou allons-nous procéder autrement? Nous n'avons pas encore pris de décision, mais dans nos discussions, nous avons constaté que les produits alimentaires sont nécessaires et doivent être multipliés tout en ayant bien sûr assez de nutriments. Non seulement suffisants, mais des nutriments durables. Nous en avons besoin. Et votre aide est la bienvenue dans la diffusion de tout cela. C'est après la publication du rapport que nous allons savoir quelle sorte de loi allons-nous élaborer. Nous félicitons le Rwanda parce que la Chambre des députés a approuvé sa loi en décembre dernier. Nous voulons suivre leurs pas pour pouvoir aider les pays qui n'avancent pas vite. En décembre 2023, la Chambre des députés au Parlement du Rwanda a approuvé la loi régissant la technologie relative aux organismes génétiquement modifiés. Depuis plus de 25 ans, le Rwanda accueille des milliers de réfugiés venant des pays de la sous-région et même des pays lointains. Comment peut-on expliquer cette hospitalité pour ce pays à forte densité, suivant les explications avec Jean-Damascène Manichim? Ils sont environ 130 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda, dont 5 ans à travers le pays. Une grande partie de ces réfugiés vient de la République démocratique du Congo et une autre du Burundi. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR et le gouvernement du Rwanda et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaident pour le retour dans leur pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons.
Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. À part ces réfugiés congolais et burundais qui sont majoritaires dans le pays, le Rwanda a accueilli récemment les étudiants de l'Université des sciences médicales de la technologie de Khartoum qui fuyaient la guerre qui fait rage dans leur pays. On a la chance d'obtenir notre diplôme ici, ça va être vraiment très bien pour nous et aussi ça va être très bien aussi pour le Rwanda comme une opportunité pour ouvrir une chance pour l'éducation des étudiants internationaux. Ça va être très bien pour le Rwanda aussi, je vois. On ne peut pas voir ce qui va se passer dans le futur au Soudan, mais on peut juste prier pour le Soudan. Pour l'Université du Rwanda, héberger de tels étudiants qui étaient en détresse est riche de sens. Ça montre que le Rwanda est un pays qui inspire confiance quant à la sécurité et la connaissance qu'ils viennent chercher, sans oublier les bonnes relations avec les pays africains et le monde entier en général. Si le Rwanda se présente comme un pays hospitalier, cela n'est pas l'effet du hasard et n'a rien d'étonnant, d'après le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. C'est inné chez les Rwandais, c'est dans leur culture depuis des temps. Rappelez-vous, dans le temps, quand les gens voyageaient et que la nuit tombait, qu'est-ce qui se passait? La première maison où ils arrivaient, ils demandaient à manger, ils demandaient à être hébergés. Et ça se faisait naturellement. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Rwandais ont appris, c'est dans leur culture, aider celui qui est dans le besoin ou aider celui qui a un problème. Alors aujourd'hui, pour le Rwanda, accueillir des réfugiés ou des migrants, ça ne demande pas d'effort parce que c'est inné, c'est dans la culture. Vous avez parlé des migrants qui sont venus de la Libye. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3, au moins 3 mouvements de ces migrants qui sont arrivés. N'oubliez pas les migrants qui sont venus d'Afghanistan. Il y a des filles et des femmes qui ont été accueillies par le Rwanda. Vous connaissez la situation de la condition féminine là-bas, ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas dernièrement les étudiants qui sont venus du Sud-Soudan, qui sont à l'université du Rwanda. N'oubliez pas surtout plus de 130 000 réfugiés qui sont ici, burundais, congolais, dont certains sont ici plus de 20 ans. Bon, si on est capable d'accueillir 130 000 personnes sur 10, 15, 20 ans, comme vous l'avez dit, sur un petit territoire, sur un territoire qui n'est pas aussi riche, oui, on reçoit de l'aide. Le gouvernement fait ses efforts, il reçoit de l'aide du HCR et des autres pays. Mais je pense que même s'il n'y avait pas d'aide, on essaierait de partager le peu qu'on a. Et n'oubliez pas quand il y a des problèmes d'éruption de volcans de l'autre côté de la frontière. Les gens se déversent ici et on les accueille. Et des fois, les autorités de l'autre côté demandent officiellement l'accueil alors que c'est fini, on a déjà commencé à les aider. Donc je dirais que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'inné. Aider son prochain ne pose pas de problème au Rwandais. Et je ne pense pas que l'argument de dire que le Rwanda est petit, que le Rwanda est pauvre, cela peut nous empêcher d'accueillir 10, 15, 20 000 personnes qui sont dans le besoin. Et surtout, que la plupart aussi des Rwandais ont eu à vivre ce problème dans l'autre sens. Ils sont devenus immigrants, ils sont devenus réfugiés, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont été accueillis parce qu'ils sont restés. Donc c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose que les Rwandais ont déjà vécu. Donc le fait de le mettre en pratique ne pose pas de problème. L'hospitalité des Rwandais ces dernières années a été accentuée aussi par l'expérience malheureuse des Rwandais, qui les pousse à militer pour un avenir radieux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les humains
en général. Depuis des années, commençant par l'année 59, les années 60, 73, en 90, il y a eu des mouvements de Rwandais qui fuyaient les problèmes, les guerres, les tueries, les massacres qui étaient cycliques ici au pays. Maintenant, ça va faire 30 ans qu'il n'y a plus ce genre de problème et espérons que ça va continuer comme ça. Donc, ils ont vécu cette expérience, ils l'ont vécu dans leur propre chair et comme je l'ai dit, mais de notre côté, ils avaient aussi cette culture, cette habitude d'accueillir le prochain, d'accueillir celui qui est dans le besoin. C'est inné, mais c'est aussi un vécu. Depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye et il a déjà signé un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants illégaux qui entrent dans ce pays, un geste supplémentaire de la détermination du Rwanda à être un pays hospitalier. Donc, nous arrivons avec ces documentaires à la fin de cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie.